Nicolas Dose et les experts sur BFM Business. Retour avec Olivier Delamarche, il est associé gérant chez Platinum Gestion. Jean-Pierre Petit, le président des Cahiers Verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Jean-Michel Steg, senior advisor chez Greenhill et compagnie. J'ai beaucoup de réactions d'auditeurs, j'ai essayé de faire un tri. Olivier Delamarche a raison, le capitalisme moderne n'a plus besoin des hommes pour produire. Les robots sont nettement meilleurs. Que faire de ces milliards d'individus dont on n'a plus besoin? Marie, oui, pardon, quelqu'un voulait réagir? Non. Jean-Michel, Marie, je partage l'avis d'Olivier Delamarche. J'ai le sentiment qu'on manipule largement les masses avec des chiffres bidons. Alain, ces politiques monétaires ne font que créer des bulles spéculatives. Il faut remonter les taux directeurs pour éviter un phénomène d'emballement. À chaque fois que les taux directeurs sont proches de zéro et que l'argent est bon marché, on crée des déséquilibres, des cracks obligataires et boursiers. L'histoire se répète. Les banquiers centraux ne font que répéter les mêmes erreurs du passé. Enfin, Ahmed, monsieur Delamarche, si vous voulez dire qu'à terme nous serons tous morts, vous avez raison. Je suis d'accord avec Jean-Pierre Petit. Les États-Unis s'en sortent mieux que l'Europe et c'est grâce à Bernanke. Richard, quand on a entendu Olivier Delamarche, on l'a entendu 1000 fois. Quand on l'a entendu une fois, on l'a entendu 1000 fois. Juge Richard, donc on va faire démentir ce mail dans la deuxième partie de l'émission. Olivier Delamarche a certes raison, mais en attendant, le CAC est à 3800 points. Voilà, surtout pour un gérant, c'est important et les clients veulent du rendement et pas forcément des beaux discours. Le CAC est à 3800 points. Quelle prouesse, hein. Je vous rappelle qu'il était à 7000 en 2007. Hein, donc, non, en 2000. En 2000, au sommet de la Il était à 7000, oui, il y a 15 ans, ouais. En effet. Donc on est quand même qu'à la moitié. D'accord, mais il considère que pour le client d'un gérant, c'est une bonne nouvelle. Ah bah sûrement, ça doit être une bonne nouvelle. Ça dépend quand est-ce qu'il a investi. Ça doit être une excellente nouvelle de se retrouver 15 ans plus tard à la moitié du cours d'il y a 15 ans. Ouais, ça doit sûrement. Jean-Michel Steg, vous pensez que par moment on peut essayer d'occulter un petit peu les risques réels et sérieux que représentent les politiques monétaires expansionnistes des banques centrales en se disant regardez, les indices boursiers se portent bien, finalement il y a une forme de confiance qui est revenue? Comme on le dit d'ailleurs, les indices boursiers, sur quelle période? Je crois que là on rentre dans des problèmes structurels, si je veux dire, de nos économies occidentales qui sont liés à la mondialisation. Il y avait quelque chose qui n'existait pas il y a 30 ans, moi quand j'ai commencé à travailler, c'était la mondialisation et la concurrence qu'elle a induite, qui est valable d'ailleurs aussi bien pour les gens dans le secteur primaire, les ouvriers des usines automobiles, que pour les banquiers d'ailleurs, faut bien le reconnaître, a changé complètement la donne. Et on est encore en train de tâtonner, il faut dire, on est en train de tâtonner dans le monde occidental sur la manière de s'y adapter. Je crois que ce que je reconnaîtrais aux Américains, c'est la capacité à avoir une attitude proactive sur l'adaptation, qui prendra encore, à mon avis, encore longtemps, alors que les Européens, pour des raisons historiques, institutionnelles, etc., ont un petit peu les mains paralysées. Alors, avec des pays qui ont eux-mêmes des traditions qui sont lourdes, et la France étant sans doute celui qui est parmi les pays européens l'un des plus mal placés pour s'adapter à une nouvelle réalité rapidement. Je crois que cette réalité s'impose à nous, comme elle s'est imposée au Japon, elle s'impose au Japon comme elle s'impose aux États-Unis, et que le débat qu'on a actuellement est un débat qui doit servir justement à éclairer les gens qui vont devoir prendre des décisions. Jean-Pierre Petit, s'il fallait refaire l'histoire, on revient en 2007-2008, est-ce que les banques centrales devraient agir comme elles l'ont fait? Oui, parce qu'elles de toute façon n'avaient pas le choix. Parce que est-ce qu'elles avaient le choix, Olivier Delamarche? À la limite, la question est réelle. Elles avaient le choix avant. Oui, mais quand il y a le problème, si vous voulez, c'est fini. Voilà, le jeu est fait. Donc c'était avant qu'il fallait y penser. Et juste avant, quand M. Bernanke a arrêté de monter les taux, parce que je vous rappelle qu'il a stoppé la hausse des taux à ce moment-là, en 2006, quand il a arrêté de monter les taux, c'était une première bêtise. Donc et malheureusement, quand on fait des bêtises, souvent on peut pas les rattraper. Voilà, donc après, on est dans une urgence qui fait que, bien évidemment, au moment où le taux l'interbancaire avait complètement disparu, etc., bien évidemment que les banques centrales devaient se mettre au milieu, bien évidemment elles devaient apporter des liquidités. Ok, mais la seule chose, c'est que après, on n'est pas obligé de continuer sans cesse les mêmes erreurs avec des taux à zéro, alors qu'on sait très bien que c'est mortel pour une économie. Mais on continue joyeusement, donc ils n'ont rien compris et ils continuent à ne vouloir rien comprendre. Faudrait-il donc faire la même chose dans les mêmes quantités, sur la même durée?
Mais ça c'est très difficile. Ça c'est très difficile à estimer parce qu'il y a toujours une menace. Donc, moi ce que je dis c'est que le fait générateur de l'économie de bulle, c'est le 19 octobre 87 avec le plus grand krach boursier d'après-guerre. À ce moment-là, on a injecté des liquidités. On a même demandé à la Banque du Japon, à ce moment-là, je me souviens très bien, d'en injecter beaucoup. De là sont nés les premiers mécanismes de déséquilibre, les bulles immobilières de la fin des années 80. Et puis ensuite, ça s'est toujours renouvelé à chaque crise. On a allégé, alors beaucoup moins qu'en 2007-2009 parce que les crises étaient moins importantes, mais à chaque fois. Rappelez-vous, la grande crise immobilière du début des années 90, on a assoupli la politique monétaire, on a recréé des bulles dans les pays émergents, au Mexique en 94, dans l'ensemble de l'Asie en 97-98, et ensuite on a abaissé les taux, on a régénéré une bulle sur le Nasdaq, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment on a géré l'éclatement de la bulle sur le Nasdaq? Par une bulle immobilière. Oui, on a l'éclatement de la bulle web et on fabrique la crise des subprimes. C'est une mode de régulation qui existe depuis presque 30 ans. On vit là-dedans. L'économie de bulle est-elle quelque chose de normal et d'autorégulateur? Alors après, c'était l'économie dans laquelle on vivait avant 1914. Le poids de la capitalisation boursière en pourcentage du PIB était aussi important. Le nombre de crises financières durant la période qui va du milieu du 19e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, il y avait énormément de crises financières, d'ailleurs très graves. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de politique monétaire accommodante et politique budgétaire accommodante comme aujourd'hui. Et c'est pour ça que les récessions étaient beaucoup plus graves et beaucoup plus longues. Simplement, ce que je dis par rapport à cela, c'est on n'a pas tellement le choix, on vit dans ce cadre. Ce cadre, c'est pas moi qui l'ai créé, pas vous. Enfin voilà, il existe comme ça. On est d'accord. On est d'accord. On fabrique des bulles. Que voilà. ce soit sur l'obligataire, que ce soit sur l'immobilier, que ce soit sur les pays émergents. Après, qu'est-ce qu'on fait de cet environnement? Est-ce qu'on le fait pour faire des réformes structurelles, pour faire des choses bien? Mais oui, mais c'est ça. Les banques centrales, la politique monétaire n'a pas d'effet sur les problèmes structurels. Voilà. Regardez, depuis 30 ans, il y a des pays qui s'en sortent pas trop mal, même dans le monde riche, la Suède, l'Australie, le Canada, la Suisse, etc. Donc, on peut faire des réformes structurelles. Aux États-Unis, l'avantage, moi, depuis 5 ans, par rapport à l'Europe, c'est pas seulement le taux de croissance que je regarde. Je vois que le taux de dépendance énergétique s'effondre. Je vois qu'ils ont préservé les dépenses de recherche-développement. Ils ne les ont pas du tout sacrifiées. Je vois que il y a des choses, il y a des discussions sur l'immigration qui sont plutôt intéressantes. Je vois qu'il y a des velléités de réforme du système scolaire. C'est ça qui va augmenter la croissance potentielle futur. C'est ça qui est intéressant. Olivier Delamarche, on est donc allé trop loin, trop fort et trop loin. Aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine fait pas loin de l'équivalent d'un New Deal de Roosevelt tous les mois. Alors, on a gagné du temps. Jean-Michel Steg. Ce que les politiques monétaires accommodantes font, elles ont tous les défauts du monde, je le reconnais, mais au moins il y a quelque chose qu'elles font, ça permet de passer l'obstacle et de gagner du temps. Ce temps était vital, Jean-Michel Steg. Alors, c'était vital. Alors la question, c'est effectivement, est-ce qu'on en profite pour faire des réformes? Ils en font. Aux États-Unis, ils font pas tellement de réformes en fait, parce qu'ils sont aussi bloqués politiquement. Ils sont complètement bloqués politiquement. La politique américaine est relativement paralysée. Mais ils ont structurellement des flexibilités dans leur société. Les gens bougent. Les gens sont prêts à reprendre leur éducation facilement. Les gens sont prêts à ajuster effectivement leurs revenus, qui font qu'ils ont cette souplesse qui leur permet de s'adapter et de réagir plus facilement. En Europe, on n'a pas ces souplesses, on a des rigidités structurelles et on a un politique qui est auto-paralysé que l'exécutif et le législatif américain actuellement. Donc là, par contre, en Europe et particulièrement en France, on combine les défauts. Olivier Delamarche, vous pensez qu'on a aujourd'hui la capacité de maîtriser cette surabondance de liquidités qu'on a fabriquée ou pas? Absolument pas. Absolument pas. Non. Non, à partir du moment... On est devant une espèce de gremlins absolument incroyable. Mais là, aujourd'hui, on sait très bien que si les banques centrales arrêtent d'acheter tous les mois les émissions obligataires, les marchés, quels qu'ils soient, puisque M. Abe veut même se payer des actions japonaises. Donc si on arrête de faire ça, vous coupez l'électricité à un type qui est sous respirateur. Terminé. Y a-t-il une alternative ? Une alternative, si vous considérez qu'effectivement si on débranche la morphine, si vous considérez que la fuite en avant c'est l'alpha et l'oméga de la résolution des crises, moi je veux bien. Oui. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Oui, en effet, vous gagnez du temps. Et alors? Vous gonflez la bulle. Donc vous savez que quand elle pètera évidemment plus fort. Donc, je veux dire, je sais bien qu'aujourd'hui, il est absolument impossible politiquement d'arrêter ces programmes-là, parce qu'on sait très bien qu'une fois qu'on a arrêté ces programmes-là, on éteint la lumière et on sort. Mais on est d'accord qu'il n'y avait pas d'autre solution que de les mettre en route.
Une fois qu'on a fait, je veux dire, il faut quand même cesser de penser que quand on fait une bêtise, c'est systématiquement rattrapable. Mais non, c'est une bêtise, mais si on la faisait pas, ça pouvait être cataclysmique. Vous reconnaissez vous-même qu'au moment où les taux interbancaires sont totalement figés, il fallait bien intervenir et que seules les banques centrales pouvaient se mettre au milieu du jeu. Oui, on a fait beaucoup d'erreurs aussi à ce moment-là, c'est-à-dire que on a privilégié le système bancaire en se disant oh là là, si on touche aux banques et si on les sauve pas, qu'est-ce qui va nous tomber sur la figure. On privilégie là encore cette espèce de dogme de on ne peut pas sortir un pays de la zone euro parce que on ne sait pas ce qui se passerait, mais on sait en revanche ce qu'on paye tous les mois, 42 milliards là pour la Grèce, je vous rappelle. C'est pas un prêt, c'est un don. Pour clarifier, est-ce que vous êtes pour la sortie de la Grèce de l'euro? Ah oui, totalement. Et j'y étais depuis le début. J'y étais depuis le début parce que je trouve ça aberrant de maintenir un système qui, dès le départ, a été fait d'une façon aberrante. Donc à partir de ce moment-là, je dis qu'un système qui a été fait de façon aberrante au départ ne peut que finir mal. Or, aujourd'hui, on sait, alors, vous avez des gens qui arrivent et qui nous disent que ça serait une catastrophe et que ça coûterait des milliards et des milliards, mais on ne sait pas combien, mais ça coûterait sûrement des milliards et des milliards. Mais là, moi, je sais ce que ça coûte. Tous les 3 mois, on revient au pot. Tous les 3 mois, on s'aperçoit que Chypre n'y arrive pas, que l'Espagne n'y arrive pas, que la Grèce n'y arrive pas, et qu'il faut rajouter. Vous sortez l'Espagne aussi Et vous faites quoi là, je vous pose... Faites quoi? Vous continuez cet état de fait à essayer de maintenir quelque chose qui n'est pas maintenable. Il est certain que ça coûte une fortune et tout le monde le sait. Il est aussi certain que personne ne connaît la suite et que la peur du vide fait qu'on ne veut pas passer à l'acte. Eh oui, mais là, on sait que de toute façon, on va de plus en plus payer alors qu'on n'arrivera jamais à s'en sortir. Vous n'aurez jamais la croissance nécessaire en Grèce pour rembourser les emprunts. Donc, ils font faillite tous les 3 mois. C'est un fait. Ça, c'est du constat d'échec sans issue, Olivier Delamarre. Si vous voulez que j'y fasse. D'accord. Attendez. Jean-Pierre Petit, réaction là-dessus. Et encore une question ensuite sur les banques centrales. De toute façon, vous parlez de la peur de l'inconnu, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était le moteur principal de l'économie de bulle. C'est-à-dire, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Et je pense qu'effectivement, il faut plutôt avoir des stratégies préventives. Moi, je me souviens très bien, et je l'ai évoqué ici devant vous avec Stéphane Soumier, j'ai beaucoup critiqué la bulle immobilière dans les années 2000, américaine et mondiale, enfin, dans les pays riches. Elle nous a bien planté tout de même, la bulle immobilière américaine. Mais bien sûr, c'est la pire de toutes. Oui. Je l'avais dit, les bulles sur les actifs physiques, c'est les pires de toutes. Et il faudrait prohiber, d'ailleurs, plus ces bulles-là que d'autres, parce qu'elles n'aboutissent qu'à survaloriser un actif existant. On les maîtrise pas toujours, les bulles. Non mais écoutez... La destination de l'argent qu'on jette... C'est la force des bulles, c'est qu'il n'y a pas de consensus ex ante pour les reconnaître. Et c'est ce qui justifie la passivité publique et privée. Ce que je reproche le plus à Greenspan dans cette affaire dans les années 2000, c'est précisément d'avoir nié la bulle immobilière. Moi je me souviens très bien, je me suis rendu aux États-Unis à la fin 2005, et Greenspan disait qu'il n'y avait pas de bulle immobilière, et que à New York, la majorité des gens considéraient qu'il n'y avait pas de bulle immobilière. Et donc, le fait générateur de la grave crise quand même de 2007-2009, c'est quand même bien l'existence de cette bulle immobilière. Il faudrait prohiber plus facilement certaines bulles que d'autres. La loi rend illégale la bulle immobilière. Non, mais pas la loi. Mais non, mais Nicolas, pas la loi. Mais prohiber la bulle immobilière. Mais attends, parce que ça, il y a une vraie question sur l'inflation des actifs. Les bulles immobilières et les bulles sur les matières premières, par exemple, sont les plus contestables car ce sont des biens et services représentatifs d'une certaine forme de consommation. Comme je l'ai dit, les matières premières ont comme débouché de la consommation, de fuel, d'essence, etc. Donc ça se rattache beaucoup plus à un problème de stabilité des prix au sens prix des biens et services que les autres actifs, que les actions ou les obligations par exemple. Voilà. Et les prix immobiliers pour les gens, pour les personnes, ça se rapproche plus du prix du service de logement. Donc je pense que les banques centrales seraient plus légitimes à intervenir sur les prix immobiliers résidentiels et sur les prix des matières premières que sur les actions où c'est effectivement plus compliqué.
D'accord avec ça, Olivier Delamarche, sur peut-être un ciblage des politiques des banques centrales, davantage sur des bulles plus périlleuses que d'autres? Mais un ciblage, vous ciblez comment? Aujourd'hui, vous avez vu la vitesse de la circulation de la monnaie? Il n'y en a pas. La Fed émet des obligations et les obligations, c'est la Fed qui les rachète. Donc aujourd'hui, ne croyez pas que vous pouvez demander à des banques et demander de ne pas investir précisément sur tel ou tel truc. Aujourd'hui, on ne maîtrise absolument pas les bulles et on ne maîtrise absolument pas la politique qui est menée. On a l'air de considérer que les présidents de banques centrales sont des dieux et qu'il suffit qu'ils aient décidé quelque chose pour que ça arrive. Ben non, ça n'arrive pas comme ça. C'est pas eux qui décident. C'est pas eux qui décident de l'inflation. C'est pas eux qui décident de là où l'inflation va se mettre. Tout le monde se demande comment est-ce qu'on va effectivement débrancher, sortir, l'exit stratégique. Comment vous voyez la suite? Jean-Michel Steg, moi je crois comment on voit la suite de ces politiques? Parce qu'effectivement les montants sont inédits. Et les augmentations de masse monétaire dans les pays qui ont pratiqué des politiques de base monétaire. Je remarque que tout le monde a été soumis dans le monde entier effectivement à cette inflation des actifs financiers et de certains actifs réels. Je constate malgré tout que certains pays, comme ça a été remarqué, depuis 15 ans s'en sortent mieux que les autres. Et que les pays qui s'en sortent mieux que les autres, on peut les nommer, c'est partie de la Scandinavie, partie de la Hollande, le Canada, sont des pays qui ont fait des réformes de structure. Alors, ils ont eu la chance peut-être de pouvoir le faire à un moment où il y avait un peu de croissance, où la situation n'était pas aussi dramatique et difficile et conflictuelle qu'elle est actuellement, mais ils l'ont fait. Est-ce que ce sont aussi des pays qui ont dévalué? Et je ne parle pas, bien entendu, l'Allemagne. Oui, mais est-ce que justement, Jean-Michel Steg, est-ce que ce sont des pays qui ont également dévalué leur monnaie et profité de banques centrales qui ont mené des politiques particulièrement agressives ou en tout cas non conventionnelles? Du passager clandestin par rapport à la croissance, peut-être, mais je pense en tout cas qu'ils ont fait leur réforme de structure, ou en tout cas ils ont bien avancé dessus, et que ceux qui ne l'ont pas fait, les pays de l'Europe du Sud, sont ceux où actuellement la situation des gens individuelle est la plus mauvaise. Delamarche, comment vous voyez la suite? Et la suite qui peut se dessiner, pour certains disent 2013, d'autres 2014, en tout cas pensent que forcément on est arrivé à un moment où il faut débrancher la morphine et malheureusement l'expérience passée prouve que quelquefois, même si on le fait de manière homéopathique, ça se passe pas forcément bien. Mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit M. Steg. Le problème, c'est que ces pays-là ont fait leurs réformes au moment où il y avait de la croissance, au moment où on n'était pas dans la situation actuelle. Là aujourd'hui, vous demandez à des pays de faire des réformes alors qu'ils sont déjà dans une récession épouvantable, et vous leur dites il faut en plus amplifier cette récession en faisant des réformes structurelles. Forcément, vous obtenez l'effet inverse, donc vous creusez les déficits, vous avez de moins en moins de croissance, etc. Mais on ne fait toujours pas les réformes, par contre. Mais oui, non, mais tout à fait. Ah non, mais et on y sera amené. On y sera amené. Clairement. Donc, ceux qui nous suivent à la télévision, vous allez probablement voir sur votre écran en direct pendant que nous parlons l'image de l'A350, le premier vol d'essai, qui est le décollage visiblement est imminent depuis l'aéroport de Toulouse-Blagnac, parce que l'avion est en bout de piste, il vient de se positionner et déjà les 6 membres d'équipage sont dedans. C'est européen important à propos, il faut les saluer, il n'y en a pas beaucoup. Comment on débranche, Jean-Pierre? Comment on va faire là, avec des niveaux d'injection de monétaire aussi importants que l'histoire ne nous permet pas d'analyser avec sérénité? Personne n'est capable de dire effectivement où nous mène aujourd'hui ces surabondances de liquidités. D'abord, débrancher, il faudrait que la situation s'améliore, tendanciellement. Il faudrait qu'on ait des estimations de croissance potentielle, et je ne parle même pas des chiffres là qui sont publiés, pour vraiment débrancher dans le temps, il faut que la situation se normalise et soit appréhendée comme telle par les banques centrales, puisque vous parlez de débranchage au niveau des politiques monétaires, j'imagine. Oui, il y a bien un moment où on va pas, comme le dit Olivier Delamarche, on ne peut pas continuer éternellement à balancer 85 milliards de dollars tous les mois. Mais si, on peut continuer. On va continuer, parce qu'on ne peut pas faire l'inverse, on ne peut pas arrêter. D'abord, on va continuer, et ensuite on va... Alors, quand les choses vont se normaliser, et ça va prendre énormément de temps, on va débrancher, mais ça va prendre des années. Non seulement parce que le bilan a augmenté, mais que la maturité des titres acquis par les banques centrales est très très longue. Et donc c'est un processus, pour retrouver le bilan des banques centrales en pourcentage du PIB de 2007, c'est un processus qui va prendre des années, voire pour certaines zones, des décennies. Jean-Michel Steg. Il faut faire les réformes. Vous citiez au début de votre émission l'interview aujourd'hui du directeur de l'agence France Trésor, un fonctionnaire de Bercy particulièrement éminent. L'agence France Trésor est l'agence d'ailleurs il n'y a quasiment pas de fonctionnaires dedans, qui lève la dette de la France régulièrement, qui fait les adjudications dans un silence total, mais c'est là que se joue le financement de notre pays régulièrement.
haut fonctionnaire de qualité et il n'a pas, bien entendu, à critiquer ou à commenter la politique du gouvernement, mais il remarque en conclusion de son interview, et moi je l'ai bien noté, que ce qu'il voit, c'est que les investisseurs étrangers attendent une réforme structurelle des retraites en France. C'est pour moi, au jour d'aujourd'hui, par exemple, la priorité numéro 1. Si on veut maintenir le quantitative easing en France, qui ne dit pas son nom à travers la France, on a absolument besoin de faire des réformes structurelles comme la réforme des retraites. Bon, Bernanke va continuer. Mais je sais même pas pourquoi le débat est posé. Je veux dire, la chose est claire. Il ne peut pas arrêter. Si vous arrêtez ces injections massives, les marchés s'écroulent et c'est terminé. Il n'y a pas de plan B, c'est ce qu'on... Donc il n'y a pas de. Donc c'est un débat totalement inutile. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Enfin, ils l'ont fait. Ils ont essayé de communiquer un peu dessus. C'était plus une blague qu'autre chose. Mais je vois pas quel est le débat. Il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce que la BCE, Jean-Pierre Petit, devrait aller plus loin et, comme le dit l'OCDE, comme le dit le FMI, commencer à marcher sur les traces de la Fed, les traces de la Banque du Japon et de la Banque d'Angleterre? Historiquement, de toute façon, la politique monétaire du monde riche est déterminée par la Réserve fédérale, que ce soit sous Bretton Woods ou après Bretton Woods. Ça veut dire qu'une remontée des taux aux États-Unis a un effet de contamination sur l'ensemble du monde riche et qu'on ne maîtrise plus rien. Et que là, alors à ce moment-là, les banques et les assureurs gavés de dettes d'État se prennent une claque absolument monumentale. La charge de la dette augmente. Ce que dit l'OCDE, c'est pas ça pour l'instant. Ce que dit l'OCDE, c'est que la Banque centrale européenne aille dans le même sens que la Réserve fédérale, ce qu'a fait la Banque d'Angleterre ou la Banque du Japon maintenant. Voilà. Et c'est la loi de l'histoire, de toute façon. Le message implicite de l'Amérique a toujours été de dire « faites comme nous ». Surtout pour la zone euro, aujourd'hui, qui connaît une situation encore beaucoup plus grave, une situation quasi déflationniste, et donc son message implicite, c'est toujours de dire « faites comme nous ». Olivier Delamarche, quel est l'événement que vous regardez de près qui pourrait être un événement d'actualité, provoquant un événement de crédit, provoquant un événement majeur sur le marché de l'obligataire souverain? Je ne sais pas d'où ça viendra, j'ai pas de boule de cristal. Vous avez la conviction que ça arrivera, mais vous ne savez pas d'où? Non, tout ce que je sais, c'est que le système finira par exploser, parce que quand vous continuez, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, une politique, vous savez qu'à un moment ou un autre, ça vous pètera dans la figure. C'est parce que la normalisation dont M. Petit parle, qui va se faire sur les 30 prochaines années, c'est juste ridicule. Vous ne revenez pas à un taux normal. Aujourd'hui, vous avez une croissance qui est inexistante, vous n'arriverez pas de toute façon à rembourser ces dettes, donc il y a un moment où la question va se poser, parce que vous êtes obligé aujourd'hui de mettre 85 milliards par mois, tous les mois, et que ça ne changera pas, parce que c'est à partir du moment où il va réduire, et ben à ce moment-là, il ne tiendra plus les marchés, et vous aurez la même volatilité que ce que vous avez au Japon, et c'est fini. Jean-Michel Steg, l'étincelle, parce qu'effectivement, il y a toujours un moment où un événement se produit. Un jour, c'est la chute de Lehman Brothers, un jour, c'est la révélation sur les comptes faux de la Grèce, un jour, c'est l'arrivée du FMI en Europe, un jour, c'est le risque d'un bank run sur l'île de Chypre. C'est vrai, et toutes ces crises arrivent, mais aussi on continue, la vie continue et on continue d'avancer aussi. Je veux dire, je peux annoncer une crise toutes les 5 minutes si vous voulez, mais si je suis gérant d'actifs ou si je suis stratégiste d'investissement, je sais très bien que market timing is crucial. On a 25 ans de crise financière, mais je connais plein d'investisseurs qui ont gagné énormément d'argent. Donc la question, c'est pas de dire ça va pas, ça va péter demain, c'est catastrophique, etc. Ça n'a aucun sens de dire ça. On vit dans ce cadre général de l'économie de bulle. Ce cadre général est généré par des crises financières. Il faut savoir où et quand et de quelle façon. Parce que vous savez quand, vous? On est payé quand on gère de l'argent, on est payé. Excusez-moi, je sais pas. En 2007, j'ai repris vos stratégies, et en 2007, vous nous annonciez que il y avait 15% de hausse sur les marchés en 2008 et que la croissance allait continuer. Non, mais enfin, arrêtez de nous raconter que vous avez le timing, vous ne l'avez pas plus que les autres. J'ai critiqué des séances entières la bulle immobilière américaine bien avant vous. Oui, bien sûr, mais vous nous disiez que c'était une chance pour les États-Unis parce que ça allait faire baisser les taux d'intérêt et ça allait faire baisser les prix du pétrole. J'ai vos documents. Alors excusez-moi, mais question timing, là vous êtes bien planté. Donc arrêtez de donner des leçons pour nous dire... Ah bon, pourquoi en 2008 les marchés ont monté peut-être? Terminé. Olivier Delamarche. Le découplage de la Chine, etc. Olivier Delamarche, aujourd'hui avec Jean-Pierre Petit et avec Jean-Michel Steg, on se retrouve lundi matin.